Le conflit opposant l'Iran à Israël, avec l'implication directe des États-Unis, commence déjà à secouer sérieusement l'équilibre mondial. Donald Trump, président américain, a lancé ce qui ressemble presque à une véritable bombe médiatique en affirmant qu'il s'attend à ce que cette guerre puisse se prolonger pendant environ 1 mois, voire davantage. Une déclaration qui n'a évidemment pas laissé les marchés indifférents. La réaction a été immédiate. Mardi, le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 85 $, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis juillet 2024. De son côté, le gaz en Europe a brièvement dépassé les 65 € par mégawattheure, un sommet inédit depuis janvier 2023. Autrement dit, la tension grimpe et les signaux économiques deviennent de plus en plus inquiétants. L'un des éléments les plus explosifs reste la situation dans le détroit d'Ormuz. On ignore encore si le passage est totalement fermé ou seulement perturbé, mais ce corridor maritime est vital. Près d'1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié transportés dans le monde y transitent. Autant dire que le moindre blocage suffit à provoquer un véritable séisme sur les marchés énergétiques. Plusieurs navires auraient déjà été visés ou endommagés lors d'attaques attribuées aux forces iraniennes. En réponse, les marines américaines et israéliennes multiplient les frappes contre des positions navales iraniennes afin d'empêcher Téhéran de verrouiller ce passage stratégique. Malgré ces opérations, les flux énergétiques provenant des monarchies du Golfe sont déjà fortement perturbés. Certains analystes rappellent d'ailleurs que le président américain avait prévenu. Un affrontement avec l'Iran pourrait durer 1 mois, voire plus longtemps. Et aujourd'hui, les acteurs des marchés internationaux commencent sérieusement à intégrer cette possibilité. Le risque d'une escalade durable dans cette région du monde n'est plus une simple hypothèse. Il devient une inquiétude très concrète. Selon une analyse récemment publiée par le cabinet Global Risk Management, la situation actuelle pourrait bien réveiller de très mauvais souvenirs dans l'économie mondiale. Certains experts évoquent même la possibilité de revoir un scénario similaire à celui de 2022. Vous vous souvenez sûrement de cette période. Cette année-là, l'offensive russe contre l'Ukraine avait provoqué une explosion spectaculaire des prix de l'énergie. Et cette flambée énergétique avait ensuite déclenché une véritable vague inflationniste qui avait frappé de plein fouet l'économie mondiale. Le courtier XTB partage d'ailleurs une lecture assez proche de cette situation. Pour l'instant, précisent leurs analystes, les prix observés aujourd'hui restent encore bien en dessous des sommets enregistrés pendant le choc énergétique lié au conflit russo-ukrainien. À l'époque, le gaz naturel avait franchi des niveaux vertigineux, dépassant ponctuellement les 300 € par mégawattheure, avec un pic qui avait même atteint 345 € au cours de l'année 2022. Quant au pétrole, lors de la première phase de cette guerre, le prix du baril avait largement franchi la barre symbolique des 100 $. Mais les rapports publiés ces derniers jours par plusieurs cabinets d'analyse, par des agences spécialisées, par certains médias économiques et même par des gouvernements directement concernés, convergent vers une même conclusion. Le véritable danger ne réside peut-être pas encore dans les prix actuels, mais dans ce qui pourrait arriver ensuite. Le scénario qui inquiète le plus les marchés serait une extension des attaques iraniennes vers d'autres infrastructures énergétiques stratégiques dans la région, notamment dans les pays du Golfe. Une telle évolution pourrait provoquer des interruptions majeures de production et bouleverser encore davantage les flux énergétiques mondiaux. Et un premier signal alarmant est déjà apparu. Au Qatar, la société publique Qatar Energy, l'équivalent de Sonatrach dans l'Émirat, a annoncé lundi la suspension de sa production de gaz après qu'un drone a frappé les installations de 2 de ses principaux sites de traitement. Une annonce qui, évidemment, n'a rien de rassurant pour les marchés. La tension ne se limite plus à une simple inquiétude sur les marchés. Elle se matérialise déjà sur le terrain. Aux Émirats arabes unis, dans la région d'Ouen, certaines installations pétrolières ont été endommagées à la suite d'attaques attribuées à l'Iran. Et derrière ces événements militaires se cache une conséquence économique immédiate. Les premières victimes de cette flambée des prix de l'énergie et des perturbations dans les flux d'approvisionnement seront surtout les économies asiatiques. Des géants comme la Chine et l'Inde, qui dépendent largement du pétrole iranien et du gaz qatari, se retrouvent particulièrement exposés. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres pays d'Asie, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie importent eux aussi une part importante de leurs ressources énergétiques depuis les monarchies du Golfe. Et pendant ce temps, la situation maritime devient critique. Le trafic dans le détroit d'Ormuz est pratiquement paralysé.
Les grands groupes du transport maritime mondial, CMA-CGM, MSC ou Maersk, ont déjà annoncé qu'ils limitaient fortement le passage de leurs navires dans cette zone, certains allant même jusqu'à suspendre complètement cette route. Résultat, plusieurs cargos et pétroliers se retrouvent immobilisés. Or, lorsque les navires restent à quai ou évitent un passage stratégique, les conséquences se répercutent immédiatement sur les marchés de l'énergie. Le gaz, en particulier, pourrait voir ses prix grimper encore davantage. Les déclarations et avertissements se multiplient ces derniers jours. Et toutes convergent vers la même conclusion. Petit à petit, les signaux indiquent que le monde pourrait être en train de glisser vers une nouvelle crise économique globale. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de l'Irak. Dans les prochains jours, Bagdad prévoit de réduire fortement sa production pétrolière. On parle d'une baisse pouvant atteindre 3 millions de barils. Et la raison est presque ironique. Ce n'est pas forcément parce que les installations sont détruites, mais tout simplement parce qu'il devient impossible d'acheminer le pétrole vers les clients. Car même lorsque les champs pétroliers et les infrastructures restent intactes, un autre problème apparaît. Les navires ne circulent plus. Sans pétroliers ni méthaniers pour transporter les cargaisons vers l'Asie, l'Europe ou l'Amérique du Nord, produire davantage n'a tout simplement aucun sens. Le blocage du détroit d'Ormuz et la paralysie du trafic maritime provoqués par les attaques de drones, de missiles et les opérations de l'armée iranienne visant les navires marchands ont forcé l'Irak à revoir sa stratégie. Produire pour stocker ou pour regarder le pétrole s'accumuler n'a aucun intérêt économique. Des responsables irakiens ont d'ailleurs confirmé que certains champs pétroliers commencent déjà à ralentir. L'un d'eux a vu sa production diminuer d'environ 4600 barils par jour. Un autre site majeur, appelé Mila, va réduire sa production d'environ 700 000 barils quotidiens. Ces développements concernent indirectement l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'au même moment, Qatar Energy a annoncé la suspension de sa production de GNL après des attaques contre ses installations. Or, le Qatar fait partie des géants mondiaux du gaz naturel liquéfié, généralement classé parmi les 3 ou 4 plus grands exportateurs de la planète, aux côtés des États-Unis et de l'Australie. Tous ces signaux convergent vers la même conclusion. Une crise économique majeure pourrait se profiler. Et pourtant, certains en Algérie pourraient croire que la hausse du pétrole au-delà de 85 $ ou l'envolée du gaz de 40 à 60 % sur le marché européen serait une bonne nouvelle pour le pays. Eh bien non. Encore une fois, attention aux analyses trop rapides et aux informations simplifiées. La réalité est bien plus complexe. Le problème fondamental est simple. L'Algérie n'est pas un grand producteur de pétrole. Soyons clairs. L'Algérie reste un acteur notable dans la production de gaz naturel. Mais lorsqu'on parle de gaz naturel liquéfié, GNL, la réalité est bien différente. Dans ce domaine, le pays ne joue plus dans la même catégorie que des géants comme le Qatar, les États-Unis ou l'Australie, qui dominent largement le marché mondial. Le gaz algérien est surtout vendu selon une logique bien particulière. Des contrats de long terme et un transport principalement assuré par gazoduc. Et ces dernières années, la capacité nationale à produire du GNL s'est affaiblie. Certes, l'Algérie figure encore parmi les 10 principaux producteurs mondiaux, mais elle ne se classe plus dans le groupe restreint des 5 plus grands exportateurs. Autrement dit, si les prix du gaz s'envolent sur les marchés européens, la question essentielle devient simple. Que peut réellement produire l'Algérie rapidement pour profiter de cette hausse? Car vendre plus suppose d'avoir davantage de volume disponible. Et ce n'est pas forcément le cas. D'autant plus que les acheteurs européens ne se précipiteront pas nécessairement pour acheter du gaz à des prix trop élevés. Il faut rappeler que plusieurs pays ont constitué des stocks stratégiques. Si la guerre se prolonge pendant un mois, ces réserves pourraient finir par diminuer. Mais pour l'instant, elles existent bel et bien. En Chine, comme dans certains États européens, parmi les plus gros consommateurs de pétrole et de gaz importés, la première réaction sera naturellement de puiser dans ses stocks. Dans ce contexte, l'Algérie n'a pas les moyens de remplacer rapidement les volumes manquants du GNL qatari ou du pétrole irakien sur les marchés internationaux. Concernant le pétrole, la marge de manœuvre est encore plus limitée. Les exportations algériennes se situent seulement autour de 300 000 à 400 000 barils par jour, ce qui réduit fortement les possibilités de profiter d'une hausse des prix. Pour le gaz, il existe certes une opportunité, mais la réalité du modèle d'exportation reste dominée par les pipelines.
Une grande partie du gaz algérien part vers l'Europe à travers Medgaz, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne, ou via le gazoduc transméditerranéen qui passe par la Tunisie avant d'arriver en Italie. Au total, entre 60 et 70% des exportations gazières algériennes transitent par ces infrastructures. Aujourd'hui, le GNL ne représente qu'environ 30 à 35% des exportations gazières algériennes. Autant dire que cette configuration limite fortement la capacité du pays à tirer un avantage immédiat de la flambée actuelle des prix de l'énergie. Et le vrai danger se situe ailleurs. Si cette hausse spectaculaire du pétrole et du gaz devait durer plus d'une semaine ou deux, l'Algérie pourrait surtout en subir les conséquences du côté des importations. Car tout ce que le pays achète à l'étranger deviendrait automatiquement beaucoup plus coûteux. Voilà le véritable problème. Imaginons un instant un autre scénario. Si l'Algérie exportait 1 million de barils par jour, ou même 800 000, la situation serait très différente. Dans ce cas-là, on pourrait presque se réjouir. Les clients incapables de se procurer du pétrole irakien, koweïtien ou émirati se tourneraient peut-être vers Alger. Le pays pourrait alors profiter de cette tension sur le marché pour vendre davantage de brut. Mais la réalité est beaucoup moins flatteuse. La production pétrolière nationale dépasse à peine les 900 000 barils par jour et la quantité réellement exportée tourne autour de 400 000 barils, avec un maximum exceptionnel d'environ 500 000 dans les meilleures périodes. La raison est simple. Une grande partie du pétrole produit reste consommé à l'intérieur du pays. En réalité, près de 60% de la production nationale alimente le marché domestique. La consommation interne oscille entre 50 et 60%. Notamment parce que la population continue d'augmenter et que la demande en carburant progresse régulièrement. Même si les importations de voitures sont limitées et que le parc automobile évolue peu, la croissance démographique suffit déjà à faire grimper la consommation d'énergie. Résultat, avec seulement 40 à 45% du pétrole disponible pour l'exportation, l'Algérie ne peut pas vraiment espérer tirer un grand bénéfice de cette situation. Pour le gaz, la logique est un peu différente, car les ventes reposent surtout sur des contrats à long terme. Lorsqu'on parle du commerce du gaz, il faut comprendre qu'il fonctionne selon deux logiques distinctes. D'un côté, il existe un système basé sur des contrats à long terme, généralement associés aux gazoducs et à des tarifs relativement stables. De l'autre, il y a le marché spot, beaucoup plus volatile, où le gaz, souvent sous forme de GNL, est vendu au prix du moment. Et ce marché instantané représente aujourd'hui une part importante du commerce du GNL, environ 80%. Pour l'Algérie, la structure est assez claire. Le pays entretient des accords durables avec plusieurs partenaires européens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche et la France. Des contrats existent aussi avec la Turquie et la Grèce, principalement pour le gaz liquéfié. Mais les deux clients majeurs, ceux qui absorbent la plus grande quantité de gaz algérien, restent l'Italie et l'Espagne, via des livraisons par gazoduc et des engagements sur le long terme. Ces contrats contiennent toutefois une clause intéressante. Lorsque les prix internationaux du gaz flambent, l'Algérie peut demander une renégociation tarifaire. En théorie, si les marchés mondiaux voient les prix grimper de 40 à 50%, Alger peut solliciter une révision auprès de ses partenaires, qu'il s'agisse de Rome, Madrid ou d'acheteurs secondaires comme Lisbonne, Vienne, Athènes ou Ankara. Mais il faut rester lucide. Même si une révision est possible, elle ne signifie pas que les tarifs seront alignés sur les prix du marché international. Dans la pratique, si le gaz devient 40% plus cher sur les marchés mondiaux, l'augmentation obtenue par l'Algérie tournera plutôt autour de 10 à 20%, rarement davantage. Autrement dit, l'idée selon laquelle l'Algérie pourrait profiter immédiatement et massivement de la hausse actuelle des prix de l'énergie relève largement du mythe. La réalité est beaucoup plus nuancée. En théorie, l'Algérie aurait pu tirer un avantage considérable de la situation actuelle, à condition de disposer d'une production massive de GNL. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est précisément pour cette raison qu'un jour, il faudra consacrer une émission entière à ce sujet, car très peu d'Algériens connaissent vraiment l'histoire du gaz naturel liquéfié dans leur propre pays. Car oui, il faut le rappeler, l'Algérie a été l'un des pionniers mondiaux du GNL. Dès les années 1960, le tout premier complexe industriel dédié à la liquéfaction du gaz naturel a vu le jour sur son territoire.
À cette époque, le pays faisait partie des précurseurs dans l'industrialisation et l'exportation de cette ressource énergétique. Mais l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. La décennie noire a profondément perturbé ses ambitions et freiné brutalement le développement de cette industrie. Pendant que l'Algérie traversait une période difficile, d'autres nations ont avancé à grande vitesse. Le Qatar, le Nigeria, la Malaisie, l'Australie et même les États-Unis ont fini par dépasser largement l'Algérie sur ce marché stratégique. Résultat, le pays s'est retrouvé relégué au second plan. Et il y a un autre facteur qui complique la situation. Le GNL est produit à partir du gaz naturel brut, mais la consommation intérieure de gaz en Algérie ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, la demande nationale dépasse déjà les 60 milliards de mètres cubes par an et selon plusieurs projections, elle pourrait franchir la barre des 80 milliards d'ici 2030. En théorie, l'Algérie dispose de gaz à exporter, mais en pratique, une grande partie est absorbée par la consommation locale. Environ 65% de la production nationale est destinée au marché intérieur. Et avec les nouveaux projets industriels en préparation, notamment le programme Billet, la demande énergétique pourrait encore grimper. Une fois pleinement opérationnel, ce projet pourrait à lui seul consommer entre 12 et 15% de la capacité de production gazière du pays, selon les différents scénarios envisagés. Autrement dit, espérer profiter massivement de la hausse des prix internationaux relève de l'illusion. Pour vraiment tirer avantage d'un tel contexte, il faut être un producteur gigantesque. Or, aujourd'hui, l'Algérie n'appartient plus à cette catégorie. Certes, elle reste un fournisseur important pour l'Europe, surtout grâce à sa proximité géographique, mais en termes de volume, sa production ne rivalise pas avec celle de géants comme la Russie ou la Norvège, et surtout, ses réserves ne se renouvellent pas au rythme nécessaire. Il faut reconnaître une chose. L'Algérie reste un producteur de gaz important sur la scène énergétique. À une époque, certains analystes pensaient même qu'elle aurait pu grimper encore plus haut dans le classement mondial. Avec ses réserves de gaz de schiste, le pays aurait pu prétendre à une position dominante. Les ressources existent, elles sont considérables. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation se concentre presque exclusivement sur le gaz conventionnel, laissant les gisements non conventionnels largement inexploités. Mais pendant que ce potentiel reste en sommeil, une autre réalité s'impose déjà: la hausse mondiale des prix de l'énergie. Et cette flambée aura des répercussions directes. Quand le pétrole et le gaz deviennent plus chers, tout le reste suit. Les engrais augmentent, les carburants aussi. Résultat, les coûts de production agricole grimpent, les industries manufacturières voient leurs dépenses exploser et même les produits de consommation courante deviennent plus coûteux à produire. Dans ce contexte, la politique économique actuelle en Algérie complique encore la situation. Le pouvoir, dirigé par Abdelmadjid Tebboune, privilégie une stratégie très stricte, limiter fortement les importations afin d'éviter de puiser dans les réserves de change. L'objectif est clair, maintenir une balance commerciale excédentaire et surtout éviter un déficit extérieur. Le problème, c'est que cette stratégie se heurte à une contradiction. Les recettes issues des exportations ne progressent pas autant qu'espéré, tandis que le coût des produits importés continue de grimper. Si la confrontation entre l'Iran, les États-Unis et Israël devait s'inscrire dans la durée, la vague inflationniste mondiale pourrait devenir encore plus forte. Face à cette pression, il est probable que le gouvernement renforce encore davantage les restrictions sur les importations afin d'économiser les devises et protéger les réserves financières du pays. Moins importer pour préserver les dollars, mais avec un risque évident: reproduire une situation similaire à celle observée en 2022 lorsque la hausse des prix avait fortement pesé sur l'économie et sur le pouvoir d'achat. Souvenez-vous de la période 2022 à 2023. À ce moment-là, l'inflation en Algérie oscillait autour de 9 à 10% en moyenne. Et déjà, depuis 2021, elle dépassait largement les 7%. Autrement dit, 3 années consécutives particulièrement difficiles pour le pouvoir d'achat. Salariés, fonctionnaires, consommateurs, tout le monde a ressenti la pression. Pendant ces 3 années, les prix ont grimpé à un rythme soutenu. Et même en 2024, la situation ne s'est pas vraiment calmée. Il a fallu attendre le début de 2025 pour voir enfin une accalmie relative, avec une inflation redescendant autour de 4 à 5%. C'est pour cette raison qu'il faut suivre de très près la situation actuelle.
Le contexte est fragile et les évolutions internationales pourraient rapidement compliquer les choses. D'ailleurs, un certain Ismaël qui nous écrit sur TikTok pose une question intéressante. Salem, la diversification économique prend du temps. L'Algérie peut-elle vraiment y parvenir? Sur ce point, il a raison. Transformer une économie qui dépend depuis des décennies presque exclusivement du pétrole et du gaz ne se fait pas en un instant. On ne change pas une structure économique par magie. Créer des industries, attirer des investisseurs étrangers, bâtir de nouvelles filières productives, tout cela demande du temps. Beaucoup de temps. Et malheureusement, l'Algérie en a déjà perdu énormément. En réalité, depuis le choc pétrolier de 2014, le pays a laissé passer plusieurs occasions importantes. Certains projets industriels lancés sous la présidence de Bouteflika n'auraient peut-être jamais dû être interrompus. Prenons un exemple concret, la filière d'assemblage automobile. Si ce secteur n'avait pas été stoppé en 2019, il aurait eu le temps de développer un savoir-faire réel. En 2026, l'Algérie aurait pu disposer d'une expérience industrielle solide avec un taux d'intégration suffisamment élevé pour parler d'une véritable industrie automobile locale. Mais lorsque Abdelmadjid Tebboune est arrivé au pouvoir, la direction prise a été tout autre. Plutôt que de poursuivre les projets industriels lancés auparavant, la nouvelle équipe a choisi de mettre un coup d'arrêt brutal à une grande partie des initiatives développées sous l'ère Bouteflika. La raison? Ces projets, notamment dans le secteur automobile, avaient été portés et encadrés par des hommes d'affaires étroitement liés à l'ancien pouvoir. Pour le nouveau régime, ils étaient donc devenus politiquement indésirables. Et les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Sur le marché algérien, la voiture est devenue presque un produit de luxe, rare, difficile à obtenir et surtout extrêmement cher. Quant aux pièces détachées, elles sont désormais souvent introuvables ou vendues à des prix qui s'envolent. Bref, au final, le pays n'a rien gagné à cette interruption brutale. Et ce phénomène ne s'est pas limité à l'automobile. Plusieurs projets dans l'agroalimentaire, dans l'industrie légère ou même dans la sidérurgie ont subi le même sort. De nombreux investissements portés par des entrepreneurs proches de l'ancien système ont été stoppés, alors qu'ils représentaient parfois de véritables projets industriels. Prenons un exemple parlant. La société Fercial, une entreprise algéro-espagnole spécialisée dans les engrais. En 2017, l'homme d'affaires Ali Haddad était entré dans les capitales de l'entreprise. L'idée était simple. Lorsque le partenaire espagnol déciderait de se retirer, Haddad devait progressivement reprendre la place laissée vacante, dans le cadre d'une transition organisée. Mais la réalité a été bien différente. Après la crise politique de 2019, Ali Haddad a été arrêté, son groupe ETRHB démantelé, et l'ensemble du processus a basculé dans une situation chaotique. Les partenaires espagnols ont alors demandé à Sonatrach de reprendre le relais. Or, Sonatrach contrôlait déjà Asmidal, une autre société du secteur. La suite? Un litige international, un arbitrage juridique, et au final, l'Algérie a perdu ce différend. Pendant toute cette période, même lorsque Fercial a finalement été reprise, le contrôle complet est revenu à Sonatrach et Asmidal, qui ont récupéré les rênes du projet. Prenons aujourd'hui le cas de Fercial. Autrefois, cette entreprise faisait figure de réussite. Elle exportait largement, générait des recettes importantes et rapportait chaque année des dizaines de millions de dollars et d'euros au Trésor algérien. Mais ce tableau appartient désormais au passé. La société, qui était autrefois un acteur dynamique, se retrouve aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Production en chute libre, exportation marginale et gestion plus que contestable. Comment en est-on arrivé là? La réponse tient en partie au changement de gouvernance. Depuis qu'elle est devenue une simple filiale contrôlée par Asmidal et Sonatrach, la dynamique a changé. Entre favoritisme, népotisme, mauvaise administration et lourdeur bureaucratique, l'entreprise s'est progressivement affaiblie. Le résultat est sans appel. Un fleuron industriel s'est effondré. C'est d'autant plus regrettable que Fercial représentait l'un des rares exemples d'exportation diversifiée, puisqu'il s'agissait d'engrais. Certes, ces produits étaient eux-mêmes issus du gaz naturel, mais ils permettaient malgré tout de sortir légèrement du cadre classique des hydrocarbures bruts. Et Fercial n'est pas un cas isolé. On pourrait citer d'autres exemples, la filière automobile, certains projets industriels dans plusieurs secteurs, autant d'initiatives qui ont été stoppées ou gelées après la crise politique de 2019, souvent en raison des choix politiques du pouvoir actuel. Or, bâtir une économie diversifiée ne se fait pas en quelques années. Cela demande de la patience et de la continuité.
Le problème, c'est que le temps joue contre l'Algérie. Pourquoi? D'abord parce que la population approche rapidement les 50 millions d'habitants, un seuil qui pourrait être franchi dans 2 ou 3 ans. Ensuite, parce que les réserves de pétrole et de gaz diminuent progressivement. Et c'est inévitable, puisqu'il s'agit de ressources non renouvelables. Quant aux projets d'exploitation du gaz de schiste, ils n'ont toujours pas été réellement lancés. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. Une monnaie nationale qui se déprécie et un environnement international de plus en plus instable. Autrement dit, beaucoup de temps a été perdu. Mais tout n'est pas définitivement joué. Malgré les erreurs du passé, il reste encore une marge pour redresser la situation.